Grandmaison. C'est rare, je me suis présentée, Richard. Oui. Joanne Grandmaison, chargée de projet à la FADOC Région Estrie. Et ce soir, malheureusement, je suis très triste, c'est la dernière conférence avec M. Robillard, la 4e 4 de 4. Mais en tout cas, lui et moi, on va discuter plus tard la semaine prochaine pour peut-être une possibilité à l'automne prochain d'avoir une nouvelle collaboration. Monsieur Richard Robillard, psychopédagogue, formateur, consultant, conférencier, chargé de cours à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke. Ce soir, 4e conférence qui s'intitule, et corrige-moi Richard si je me trompe, « Prendre soin de la vie et de son interdépendance positive ». Oui, exactement. Un peu ça, ou apprendre à vivre avec la vie. Et tout ça dans un cadre d'interdépendance que nous allons voir, qui est un phénomène tellement important dans la vie. Alors voilà, c'est notre 4e rencontre. Merci, Joanne, pour Merci d'être là encore. Merci tout le monde d'être là de partout au Québec en passant. Vous êtes encore très nombreux. Merci, Richard, et je te laisse la parole. Merci, Joanne, pour ton accueil chaleureux, toujours dynamique. Joanne m'a dit qu'elle était le sourire de l'Estrie. C'est Richard qui a dit ça, mais c'est vrai, j'aime ça, rire, avoir du plaisir. Pour moi, c'est une de mes valeurs. J'espère que vous m'entendez. Ce soir, c'est notre 4e rencontre. Je vous invite ce soir à vous laisser toucher. Pourquoi? Parce que apprendre à vivre avec la vie, prendre soin de la vie, j'ai mis des vidéos qui sont touchants. Pas désagréables, je dis touchants, parce que la vie, c'est touchant. La vie, elle est vraiment touchante. Parfois avec ses beautés, parfois avec ses moments difficiles, mais c'est touchant. La vie, elle est émotionnelle, que je dis souvent. Alors, laissez-vous toucher. Je vais vous présenter des vidéos, dont des chansons, une chanson, entre autres, une musique aussi. Il y a des vidéos où je ne dirai rien et vous devez lire. Vous devez lire ce qui est écrit. Alors là, vous ne pourriez pas faire une sieste. Et puis, quand il y a des chansons, vous pouvez faire une sieste. Vous laissez bercer. Vous laissez bercer. Je vais parler, puis je vais lire certaines diapositives aussi, parce qu'il y a des écrits, des fois, comme disait Serge Bouchard, qu'il faut lire et qu'il faut partager sa lecture. C'est notre grand Serge Bouchard, dans ses émissions de radio, qu'il faisait ça. Alors, je vais lire parfois, puis je vais expliquer des choses personnelles, puis je vais parler de moi, puis c'est notre dernière rencontre, qu'elle soit agréable, puis on devrait finir avant 23 heures. Voilà. Alors, je vais faire un partage d'écran. Tu me le dis si tu vois, parce que parfois je me trompe là-dedans. Oui, je suis là, Richard. Je vois bien. Bien. Il faudrait le mettre en plein écran, puis c'est tout. J'essaie, ça se donne. Alors, voilà. Apprendre à vivre avec la vie et en prendre soin. Alors, apprendre à vivre avec la vie, ça comporte plusieurs dimensions. Et si on fait une petite rétrospective, et on a vu lors de la première rencontre, apprendre à vivre avec soi, avec soi-même, avec qui on est, avec ses forces, ses qualités, ses faiblesses, avec ses limites, ses capacités, en fait, avec tout ce qui nous caractérise. Il faut apprendre à vivre avec soi. Nous sommes uniques, hein, chacun, chaque personne, elle est unique. Non pas nécessairement spécial. J'aime pas le mot spécial. Des fois, j'entends ça. Ah, tout est spécial. Je dis non. Parce que dans les magasins, quand c'est en spécial, ça vaut moins cher. Alors, mais unique, par exemple. Oui, je suis ce que je suis. Joanne, elle est ce qu'elle est. Alors, on a vu ça lors de la première rencontre. Lors de la deuxième rencontre, apprendre à vivre avec les autres, avec l'interdépendance, avec les autres, avec ce que les autres nous apportent. Et avec ce qu'on apporte aux autres. Hein? Et ça fait partie de l'interdépendance. Hein? On est en interdépendance avec la vie, avec la nature, avec les autres. Tout ce qu'on a, c'est grâce à des personnes. Exemple, le portable avec lequel je vous parle, ben, s'il n'y avait pas eu des personnes pour le fabriquer, ben, je ne pourrais pas vous parler. Avec ma femme, on est en interdépendance. Lorsqu'on enseigne auprès des enfants, ben,
on est encore en interdépendance. Si les enfants n'étaient pas là, ben, tu ne peux pas enseigner. Puis l'enfant est en interdépendance avec nous, les adultes. Bon. Lors de la dernière rencontre, on a regardé apprendre à vivre avec la nature. C'est tellement important, hein, cette nature-là. Avec ce qu'elle nous offre, parce que si la nature n'était pas là, je ne suis pas sûr qu'on resterait longtemps. Avec ce qu'elle nous permet de réaliser. C'est grâce à la nature. Se déplacer, aller voir des gens, avec ses forces et les fragilités de la nature. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Alors, ce soir, on va terminer à apprendre à vivre avec la vie. Bon, ça fait plusieurs années que je m'interroge avec cette dimension apprendre à vivre. J'ai dû apprendre à vivre avec moi-même d'abord, puis je continue. En vieillissant, on apprend encore à vivre avec soi, puis ça se continue. J'ai dû apprendre à vivre avec les autres, avec la nature de plus en plus. Et j'ai réalisé que c'est important aussi d'apprendre à vivre avec la vie. Qu'est-ce que c'est la vie? Pour moi, il y a deux dimensions dans la vie. Il y a la dimension externe à nous, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur de nous. Hein? La nature, les gens, l'environnement. Apprendre à vivre avec la vie qui est devant nous. Et même si on n'est pas là sur Terre, la vie continue. Hein? Des fois, j'entends dire des gens, « Ah, la vie, ça va trop vite. » La vie, elle ne va pas trop vite, elle va à son rythme. Puis elle est toujours à son rythme. Mais c'est notre vie, à nous, que j'appelle notre vie interne, celle qui nous appartient, que parfois, ben, on l'amène trop vite, ou parfois, ben, on n'en prend pas soin, peu importe. Donc, j'ai réalisé dans ma vie, en tout cas, qu'il y a la vie à l'extérieur de moi, puis la vie va continuer lorsque je vais partir. Puis il y a ma propre vie, avec mon corps, mon esprit, mon cœur, avec ce que je suis. Donc, ça m'apparaît important de dissocier ces deux-là. Puis apprendre à vivre avec la vie, eh bien, c'est aussi apprendre à vivre avec l'émerveillement. S'émerveiller. Apprendre à vivre avec la vie, c'est apprendre à vivre avec la beauté de la vie. Apprendre à vivre avec la résilience, qui est un phénomène extraordinaire dans la vie. Ça, je le sais. Avec l'amour, avec l'impermanence, puis on va définir ça tantôt. Avec la gratitude. Et en fait, à donner du sens à notre vie, avec le sens de notre vie, à donner du sens. Alors ce soir, on va voir ça un petit peu avec certaines diapositives et évidemment des vidéos. Donc, dans le fond, ce que je cherche à dire, et je vais monter ça plus haut, on va voir, c'est apprendre à être heureux et heureuse d'avoir vécu. Puis rendu à mon âge, c'est apprendre à bien vieillir. Je n'y peux rien. Comme dirait Serge Bouchard, quelqu'un lui a dit, « Mais Monsieur Bouchard, vous avez de l'air jeune. » Il a dit non. Je suis vieux. Oui. Et c'est correct. C'est de se leurrer, de me dire à 74 ans que je suis jeune. Pas réaliste, ce n'est pas lucide. Mais je peux être heureux de vivre mes 74 ans. Alors, c'est un petit peu ça que nous allons voir. Est-ce que ça va toujours, Joanne? Oui, tout va bien. Est-ce que tout le monde, juste avec des signes de tête, peut-être dire est-ce que le son est bon, l'image est bonne, je vois des oui, ça va? Parfait. Alors, apprendre avec la vie, puis on va commencer à apprendre à vivre avec la beauté et l'émerveillement. Ah là là. La beauté, l'émerveillement, contemplation. L'importance de pouvoir apprécier la beauté afin de se relier à ce que la vie peut offrir de meilleur. Et c'est drôle, hein? Chez nous, quand j'étais jeune, il n'y avait pas beaucoup de beauté. On aurait dit que les gens avaient peur de la beauté. Puis ce n'est pas un reproche, ce n'est pas un jugement. Je vous en ai déjà parlé. C'est simplement un état de fait. C'est comme si mes parents n'avaient pas eu l'opportunité de ressentir la beauté.
c'était des gens qui ont dû se battre. Et à force de se battre et de ne pas avoir le temps de contempler, de s'émerveiller, mais c'est comme si la beauté n'était pas venue. Et de toute évidence, la capacité à s'émerveiller et à prendre du plaisir dans la contemplation du beau est une force extrêmement puissante pour affronter l'adversité. Et c'est vrai. Alors, je vous fais écouter une vidéo. Je vous invite à lire ce qui va être écrit. C'est un fait vécu. Hein? C'est une histoire vécue que je vais vous présenter. Alors, je vous souhaite une bonne écoute, une bonne lecture et je vous reviens par après. Tu m'entends? Oui. C'est beau, hein? C'est beau. Alors, ça nous amène à réfléchir sur la beauté. Pourquoi réfléchir sur la beauté? Parce qu'elle nous aide à mieux exister. La beauté se présente comme une impression, une émotion ou un sentiment qui gagne en profondeur et en intelligence s'il s'installe dans la durée. Cette expérience accompagne le plaisir. Elle nous projette alors dans un état de plénitude que l'on dit parfois contemplatif, tant nous sommes absorbés par ce que nous trouvons de beau. Le beau suscite l'imagination, les rêveries, les libres associations mentales et nous fait oublier, pour un moment en tout cas, la grisaille du quotidien. La beauté peut aider à continuer à vivre dans un monde difficile, actuellement, présentement. Elle suscite en nous des images qui rendent nos existences plus exigeantes et plus libres. La recherche de la beauté nécessite des efforts, un travail sur soi, par le biais de l'imagination. Une vie humaine ne saurait se passer de beauté. Alors, la notion de beauté ne se limite pas à la beauté physique du corps, de la nature ou de n'importe quel élément de notre environnement visuel. Elle recouvre aussi celle de la musique et de tout ce qui peut toucher notre sensibilité. On parlera donc de la beauté du visage, d'un paysage, d'un texte littéraire ou d'une composition musicale, mais aussi de la beauté d'une compétence, d'un talent particulier et de chacune des forces et des vertus du caractère. Toutes ces beautés provoquent notre respect, notre admiration et notre élévation morale. Ces beautés sont l'occasion pour l'être humain de trouver plus de joie dans sa vie quotidienne, de se connecter plus profondément et plus intensément avec les autres et de donner davantage de sens à son existence. Il y a une beauté qui est à côté de nous, c'est la beauté de la nature. Contempler la nature et se laisser envahir par le sentiment d'émerveillement que la beauté fait naître en nous est une expérience qui nous transporte parfois littéralement hors de nous. Avons-nous seulement conscience que cette beauté est partout? Rien n'est laid dans la nature. La laideur appartient au seul monde humain. Et on le voit actuellement avec la guerre. Cette beauté nous est offerte gratuitement, alors que certains paient des fortunes pour acquérir des œuvres d'art qui sont parfois d'une laideur sidérante. C'est Frédéric Lenoir qui dit ça. Ouvrez nos yeux à la beauté. Savons-nous ouvrir nos yeux, ouvrir notre cœur pour déceler la beauté autour de nous, devant un simple coucher de soleil ou un rayon de lumière qui traverse les feuilles des arbres, mais aussi dans le sourire d'un enfant ou le visage d'un vieillard. En marchant dans la ville au détour d'une rue, devant une belle porte, savons-nous nous laisser émouvoir par un regard, par une harmonie musicale qu'on vient d'entendre, qui peut bouleverser notre vie intérieure? Je vous invite à cette belle chanson. Ah, c'est touchant. C'est beau, tu es touchant, toi aussi. C'est une chanson que j'ai découverte dans ma vingtaine. Et qui m'aidait à vivre. Bien. Apprendre à vivre avec la vie,
avec la gratitude. Ah, my God. Relié à la beauté des êtres et des choses, nous éprouvons généralement un sentiment de gratitude, à condition que nous ne soyons pas trop narcissiques, égocentriques, nombrilistes, car il faut ne pas attacher trop d'importance à sa propre personne pour comprendre que tout ce que nous est pas dû, que nous n'avons pas de droit supérieur à ceux des autres et que ce dont nous pouvons jouir est un réel cadeau de la vie. La gratitude, c'est cette phase de transcendance qui nous permet de reconnaître que la source de ce qui nous fait du bien est en partie du moins en dehors de nous, c'est-à-dire qui vient de l'extérieur, de cette vie extérieure à nous. La gratitude nous connecte à quelque chose de plus vaste que notre expérience individuelle. Elle nous relie encore plus intensément aux êtres et aux choses que nous apprécions. Le désir de donner du plaisir en retour d'un plaisir reçu. La gratitude serait une émotion sociale essentielle, un gage de paix et de pérennité pour les sociétés humaines. De toutes les vertus, la gratitude est la plus grande, la mère de toutes les autres. C'est Johnson qui dit ça. Alors, une petite vidéo. La gratitude est un moyen extrêmement efficace de diminuer les effets du stress et d'aller chercher des émotions positives, c'est-à-dire à la fois de la créativité, de l'optimisme. La gratitude, j'ai eu l'occasion d'en mesurer les effets à de nombreuses reprises dans mon métier. J'ai exercé la médecine dans un cadre humanitaire et notamment au Burkina Faso, en Brousse. Et un jour, alors que je travaillais dans des conditions un petit peu sommaires, on va dire, je reçois une jeune fille qui avait un genou droit qui était énorme. Il était 3 à 4 fois plus gros que le genou gauche. Elle avait une infection au niveau de l'articulation. On était en brousse, on n'avait pas le matériel nécessaire et surtout pas le petit drain qui aurait permis de drainer l'articulation. On va bricoler avec une tubulure de perfusion dans laquelle, avec des ciseaux stériles, on fait des petits trous. On l'utilisera comme drain après avoir fait une anesthésie locale. On met une antibiothérapie en perfusion et on a beaucoup de chance. La jeune fille récupère. Elle remarche. Elle ne fléchira plus jamais sa jambe à 100%, mais à 80%, ce qui lui permettait de marcher sans l'aide d'un bâton. Et puis j'oublie complètement cette histoire parce que tous les jours, il y avait des choses incroyables qui se passaient. Quelques mois plus tard, quand je retourne dans le même dispensaire, un soir, il y a un homme très âgé qui vient me voir. Il avait bien 80 ans. Et 80 ans, en brousse, au Burkina, cela commence à faire. Il avait des traits très tirés, la peau vraiment usée, des traces sur le thorax. Il m'expliquera par la suite que dans sa jeunesse, il s'était fait attaquer par une lionne qui avait été blessée à la chasse. Vous voyez que cet homme avait vécu. Il me dit, vous savez, pour venir vous voir ce soir, je suis parti hier de mon village, parce que mon village il est situé à 17 km d'ici, et à mon âge, je ne peux plus faire les 17 km en une seule journée. Cette nuit, j'ai dormi sur le sol, et ce soir, quelle chance j'ai, vous êtes là, j'avais tellement peur que vous soyez parti. Je lui dis, mais monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et cet homme âgé me répond, vous savez, la jeune fille qui avait un problème au genou, c'est ma petite fille, et je tenais tellement à venir vous dire merci. Eh bien, sur le coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit, je vous en prie, monsieur, on est là pour ça. Peut-être que je lui ai donné l'impression de diluer son merci, de diluer l'expression de sa gratitude. Mais 25 ans plus tard, je m'en souviens avec émotion. Il y a des merci que l'on prononce à ses amis, à ses collègues, à ses collaborateurs, pour lesquels ils nous disent « c'est normal, je suis là pour ça », mais dont ils se souviendront avec la même émotion dans 25 ans. La gratitude est une émotion agréable que l'on éprouve lorsqu'on reçoit une aide ou un don d'autrui et qu'il s'agit d'un geste intentionnel ou désintéressé. La gratitude est un mélange subtil de surprise, comme on l'a entendu tantôt avec le monsieur, de joie, d'émerveillement et d'un sentiment de connexion aux autres que je qualifierais d'interdépendance positive. La prise de conscience que les êtres humains peuvent être une source de bien-être pour les autres.
La gratitude peut aussi s'étendre à des bienfaits générés par l'existence comme une découverte ou un paysage. La gratitude joue un rôle d'amplification de nos perceptions des aspects positifs du quotidien. L'émotion de gratitude est associée à une augmentation des comportements altruistes. Et il y a un bel exercice que je fais depuis des années, que j'ai appris dans mes formations et qui a changé mon cerveau. C'est que tous les soirs, avant de m'endormir, dans une petite méditation, j'émets au moins 3 à 5 merci par rapport à ma journée. Ça peut être un merci à la vie, qui fait en sorte que le matin, je me suis réveillé. Un merci à la possibilité de faire le travail que je fais, de transmettre. Un merci à ma femme, qui prend soin de moi, qui me permet de faire ce que je fais. Un merci à ma fille d'exister. Un merci à une personne lorsque j'ai été faire des courses chez le nettoyeur, à l'épicerie. Un merci à mes étudiants de s'ouvrir à ce que je leur donne. Il y a tellement de possibilités de dire merci. Alors voilà. Bien. Joanne, ça va toujours? Ça va, pardon, ça va toujours bien. Toi aussi? Oui, ça va bien. Avec beaucoup d'émotions, mais ça va bien. Ah, mais c'est beau l'émotion. Oui, et apprendre à vivre avec la résilience. Alors, une autre petite sieste. Qu'est-ce qui se passe? On ne fait que devenir résilient. On ne peut pas ne pas devenir résilient, puisque la résilience, c'est un processus, ce n'est pas un état. Mais ce processus peut se développer comme un processus ou ne pas se développer, c'est un processus. Ou alors il peut démarrer et s'arrêter pour des tas de raisons. Alors on peut apprendre ce processus, on peut comprendre ce qui déclenche ce processus et on peut le proposer aux blessés. Et maintenant, les militaires, les policiers ont une formation en France et au Canada, ont une formation à la résilience. Et ils sont très compétents. Alors pour simplifier, c'est très facile. La définition est très simple. Hein. Reprendre un nouveau développement après une agonie psychique. Il ne peut pas y avoir des définitions plus simples. J'ai été KO par la guerre, par une agression sexuelle, par un malheur social, par une catastrophe naturelle. Un malheur m'est arrivé, j'ai été KO. KO, ça veut dire knockout, je ne peux plus penser. Je peux plus penser, je ne comprends pas, je ne peux plus penser. Comment on fait? Est-ce que je suis mort? Est-ce que je suis vivant? Je ne sais pas. Donc si on laisse les gens comme ça, c'est le syndrome psychotraumatique. Si on les entoure, on peut déclencher un processus résilient. Mais ce processus, parfois, se déclenche très vite et très bien. Parfois, on a du mal, ou parfois, il se déclenche et il ne tient pas. Alors, il se déclenche très vite et très bien. C'est fréquent. 3 chapitres, avant, pendant, après. Avant le trauma, 2 mots. Avant le trauma, quand vous étiez enfant, est-ce que vos parents, votre mère, vous ont donné un attachement sécure, c'est-à-dire une confiance en vous, qui fait qu'au moment du malheur, vous souffrez, mais vous dites, j'ai été aimé, donc je suis aimable, donc je vais appeler au secours et quelqu'un va me tendre une main et je ne vais pas la rater. Premier facteur, attachement sécure. Deuxième facteur, mentalisation. Est-ce que je suis capable de mentaliser? Est-ce que je suis capable de me faire un film, un théâtre de moi, pour essayer de comprendre ce qui m'est arrivé? Avec ces 2 mots, vous avez acquis des facteurs de résilience que vous allez exploiter ou pas exploiter. Mais vous avez en vous des facteurs de résilience. Pendant, si l'agression est loin, un pays étranger que je ne connais pas, on est massacré, mais on peut tenir le coup et les juifs qui ont été résistants, la majorité
contrairement à ce qu'on entend sur les Juifs se sont laissés conduire comme des moutons à l'abattoir, c'est incroyablement faux. Or, c'est faux parce qu'on sait maintenant que tous les hommes en âge de combattre se sont engagés dans les armées de leur pays quand ils étaient anti-nazis, et que ceux qui n'ont pas pu, et les femmes qui n'ont pas pu s'engager, une minorité a rejoint De Gaulle, une majorité se sont engagés dans la résistance française avec les républicains espagnols. Donc, si l'agresseur est externe, c'est difficile, on est blessé, on est tué, on souffre, mais l'agresseur est externe. La plupart du temps, l'agresseur est proche. C'est-à-dire qu'à l'agression, j'ai l'agression physique, j'ai l'agression culturelle, et j'ai en plus la trahison. J'ai été agressé par quelqu'un dont j'attendais la protection. Donc là, la résilience est plus difficile. Après, 2 mots, soutien, sens. Soutien, qui préverbalement ou paraverbalement, j'ai été KO debout. Et puis quelqu'un s'est approché de moi, j'ai pu être seul, on a bu une tasse de café, on a dit des mots d'une grande banalité, j'étais plus seul. Petit à petit, cette personne est devenue familière, et j'ai eu envie de lui expliquer ce qui m'était arrivé, et on rejoint le schéma de la fonction des récits partagés, à condition que je puisse être en confiance avec l'autre. Donc le schéma de la résilience est quand même très simple à dire, mais on constate que quand on fait vivre ces 3 temps, on déclenche les processus de résilience chez beaucoup de gens, mais c'est jamais, bien sûr, c'est jamais 100%. C'est important de comprendre la résilience pour apprendre à vivre avec la vie, savoir que ça existe. Plusieurs personnes ici ce soir sont persuadées que vous avez eu des moments difficiles, des épreuves, des adversités, des traumas même. Et j'en ai eu. Mais c'est important de montrer à nos jeunes enfants, à nos petits-enfants, que ce phénomène humain, ce processus existe qui s'appelle la résilience, l'art de rebondir. Qu'on peut s'en remettre, qu'on peut continuer à vivre, et parfois vivre différemment, que ce soit par une maladie, que ce soit par une perte quelconque. Il est possible de continuer. Et nous avons tous un cerveau qui a des atouts de continuer à condition d'avoir les ingrédients dont parlait Boris Cyrulnik. Et pour les personnes qui ne connaissent pas Boris Cyrulnik, c'est un enfant qui a perdu sa famille durant la guerre 39-45 dans les camps de concentration. Lui-même a été prisonnier, mais il a eu l'opportunité de s'en sortir, d'être récupéré par des adultes, par des humains bons, et qui fait en sorte qu'il s'en est remis. Et dans le fond, il a passé sa vie à remettre à la vie, à remettre aux autres, par ses études de compréhension de l'humain, et à transmettre, par exemple, l'importance de l'attachement, à transmettre qu'il est possible de résilier, à nous transmettre comment un humain se développe et comment il a besoin des autres, et en fait, à nous transmettre toute l'importance de l'interdépendance. Alors, la résilience se définit de façon théorique comme la capacité à rebondir rapidement et efficacement face à des expériences stressantes. Et quand je regarde actuellement la pandémie, mais on est là-dedans. Pour plusieurs personnes, d'être capable de faire face à l'adversité, de vivre autrement et de pouvoir continuer à se développer, à s'émerveiller devant les beautés de la vie. Alors, comme le dit Boris Cyrulnik, la résilience est un processus naturel, évolutif et interactif qui dépend plus de l'environnement que de soi, famille, école, milieu culturel. La résilience, c'est aussi la capacité de contrôler, de maîtriser, de contenir ses réactions au stress, à l'anxiété et de rebondir après une épreuve, une adversité pour aller de l'avant. Et c'est important, ça ici, d'apprendre à maîtriser, à contenir nos réactions face au stress, à l'anxiété. Et ça m'inquiète actuellement
quand je vois, par exemple, les jeunes vivent beaucoup d'anxiété, de stress, mais le stress et l'anxiété fait partie de la vie. Il y a juste les morts qui ne vivent plus de stress et d'anxiété. Le stress et l'anxiété, c'est des signaux d'alarme. Ça fait partie de la vie. On doit apprendre à vivre avec le stress et l'anxiété parce que c'est des signaux d'alarme qui nous disent de se ramener à nous, qui nous disent d'aller chercher de l'aide. Alors, les stratégies consistent à interpréter positivement les événements négatifs, cultiver ses émotions positives, s'entraîner pour retrouver une bonne condition physique, accepter les défis, entretenir un réseau d'amis proches, d'interdépendance et s'inspirer des personnes faisant preuve de résilience, comme entre autres Boris Cyrulnik, et vous connaissez sûrement des gens autour de vous. Et la beauté de la résilience. Il y a une beauté là-dedans, une beauté de rebondir. J'ai souvent dit dans ma vie depuis une dizaine d'années, comme c'est beau de te voir rebondir, de te voir continuer, de te voir continuer à offrir aux autres et à la vie toutes tes potentialités. Alors évidemment, le soutien des autres est puissant parce qu'il augmente la confiance en soi, il constitue un filet de sécurité face à l'adversité et renforce la volonté, le choix de surmonter les obstacles. Bien. On est rendu à un autre phénomène pour apprendre à vivre avec la vie, le phénomène de l'impermanence. Oh là là, qu'est-ce que c'est ça, l'impermanence? Alors encore là, une petite vidéo. Dans sa petite anthologie des plus beaux textes tibétains, Chemin spirituel, Mathieu Ricard nous offre également des introductions. Dans ses réflexions sur l'impermanence et la mort, j'ai gribouillé pour y noter la similitude avec l'approche stoïcienne. Chaque instant de notre vie a une immense valeur, pourtant nous laissons s'écouler le temps qui nous reste comme de l'or fin entre nos doigts. Quoi de plus triste que de se retrouver les mains vides à la fin de sa vie? Sachons reconnaître le caractère inestimable de chaque seconde de vie. Soyons assez intelligents pour décider d'en faire le meilleur usage, pour notre bien comme pour celui des autres. Avant tout, dissipons l'illusion qui consiste à croire que nous avons toute la vie devant nous. Cette vie passe comme un rêve qui peut s'interrompre à tout moment. Consacrons-nous donc sans plus attendre à l'essentiel pour ne pas être rongés de regrets à l'heure de notre mort. Ici, il y a un phénomène dans la vie qu'il faut reconnaître, qu'il faut même ressentir, puis même très jeune, puis je ne l'ai pas ressenti très jeune, c'est arrivé plus tard dans ma vie, dans la cinquantaine, et dont il faut parler aussi avec les enfants, c'est le phénomène de l'impermanence. Il n'y a rien de permanent. Peut-être la vie elle-même. Un jour, je vais devoir partir, donc je ne suis pas permanent. On voit ce qui se passe en Ukraine. Il n'y avait rien de permanent. Un objet qu'on aime beaucoup, il n'y a rien qui dit qu'il ne se brisera pas un jour ou l'autre. Alors, c'est important d'avoir ça en tête, non pas par anxiété, mais beaucoup plus pour profiter de l'instant présent. Et ça, je le vis de plus en plus maintenant. Chaque matin, je me dis, ouf, cette nuit, j'aurais pu partir parce que c'est impermanent, mais je suis là. Alors, je vais faire en sorte d'offrir le meilleur de moi, de faire le meilleur bien possible et surtout d'éviter de faire du mal. Et Frédéric Lenoir, un très grand philosophe, il nous dit la vraie sérénité, la paix intérieure s'acquiert à la seule condition d'accepter le donné de la vie. Dire oui à la vie consiste à dire oui à l'inéluctable, c'est-à-dire ce sur quoi nous n'avons aucune prise. Ce sur quoi nous n'avons aucun pouvoir, c'est l'impermanence des choses, entre autres la vie, celle qu'on mène, notre vie intérieure.
le sage est l'individu qui s'est préparé à la mort. J'entends par préparation le fait d'agir tout au long de sa vie de telle sorte que lorsqu'advient le moment de notre mort, nous pouvons nous en aller sans regret, avec le sentiment d'avoir accompli cette vie le mieux possible, d'avoir bien vécu, c'est-à-dire mener une existence juste, droite, bonne, d'avoir été autant que possible dans le vrai. Car il est terrible de mourir avec le regret d'avoir gâché sa vie. Et moi, j'ajouterais ici aussi avec le regret, parfois dans notre vie passée, d'avoir fait du mal. Ça nous arrive. C'est lorsqu'on voit ce que c'est le bien que parfois on se rend compte qu'on a fait du mal. Mais ce n'est pas un regret qui nous accable. C'est un regret qui nous permet, avec ce qui nous reste à vivre, de faire encore davantage le bien. Alors, pour cela, il est important de vivre le plus pleinement et consciemment chaque instant de sa vie. Bien. Et là, ça nous amène dans la dernière partie de cette conférence, c'est donner du sens à sa vie. C'est probablement une des choses les plus importantes, avec ce qu'on a vu d'ailleurs, d'être capable de donner du sens à sa vie. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est donner du sens à sa vie. Alors, je reviens encore à Frédéric Lenoir. Donner du sens à sa vie, donner une signification à sa vie, c'est trouver des raisons de vivre. C'est tenter de répondre, même provisoirement, à la question « Pourquoi ai-je envie de continuer à vivre ?» Cette question est d'autant plus forte lorsque nous sommes confrontés à la proximité de la mort. Au fond, est-ce que je me bats juste pour survivre, de manière pulsionnelle et par peur de la mort, ou bien est-ce que je souhaite encore vivre pleinement jusqu'au bout, et si oui, pourquoi? Qu'est-ce que je désire encore accomplir que je n'ai pas pu réaliser? Qu'est-ce qui me semble essentiel, important, superflu? Quelles sont les choses précieuses auxquelles je souhaite consacrer mon énergie pour le temps qui me reste à vivre? Existe-t-il des personnes autour de moi à qui je souhaite donner de l'amour, avec lesquelles je souhaite construire un projet individuel ou collectif que je pourrais aider et soutenir, à qui je pourrais transmettre quelque chose qui soit utile? En m'interrogeant de la sorte, je peux parvenir à donner une signification à mon existence, à trouver des bonnes raisons de vivre. Petite vidéo. C'est mon rituel du matin. Le café, les œufs. Ce que je fais, c'est enrichissant. On répond à un besoin, à une préoccupation. Ils arrivent là, et c'est immense. Ils sont éblouis, stressés. On ne les connaît pas, et eux non plus. On est là pour les aider, pour les appuyer. Être bénévole au CHUM, c'est donner un sens à sa vie. J'aime ça. C'est beau. On va continuer un petit peu à essayer de comprendre qu'est-ce que c'est donner du sens à sa vie. Lentement, dans la vie, nous nous approchons de la mort. C'est Mme Liobomimsky qui dit ça. Avec cette conscience accrue de notre mortalité, jointe à notre instinct de conservation, vient une anxiété souvent difficile à vivre. Les chercheurs pensent que nous pouvons gérer cette anxiété, l'illumination du futur, grâce à la quête de sens de notre vie. Certes, nous craignons la mort, mais nous craignons encore plus de mourir privés de sens et d'amour. Nous sommes donc poussés à accomplir quelque chose qui donnera de l'importance à notre vie
et laissera au monde une marque durable que notre distance individuelle. La bonne nouvelle, c'est que l'impression d'avoir une existence pleine de sens, conscience, d'attention, augmente régulièrement à partir de l'âge adulte. Et c'est vrai. Ce sentiment est au plus bas à l'adolescence, c'est vrai. Il est en hausse constante jusqu'à 35 ans. Il reste stable de 35 à 40 ans. Plus il recommence à s'élever. Pourtant, un recul effrayant peut nous pousser à nous demander ce que nous faisons sur cette terre. Si vous êtes en désaccord avec l'une des 5 premières affirmations, et si vous êtes d'accord avec l'une des 5 dernières, je vous recommande de faire la quête de sens une priorité. On peut donner un sens, une signification, une direction à sa vie de bien des manières. Tout dépend de l'adéquation entre nos valeurs fondamentales et préférentielles et les activités que nous choisissons consciemment, avec attention et quotidiennement d'entreprendre, de pratiquer. Par conséquent, même si nous sommes envahis parfois par un diagnostic médical ou la mort qui s'approche, le sentiment d'appartenir à quelque chose de plus vaste que nous permet d'orienter le reste de notre vie et nous offre une plus grande impression de sécurité, voire d'utilité. Et j'aimerais terminer cette conférence ce soir par un homme qui donne un sens à sa vie et à la vie. Je vous invite à bien l'écouter, à vous laisser toucher, et nous pourrons parler de cet homme par après. Il y a des regards qui tuent et il y a des regards qui sauvent et toute la journée on peut s'en prendre plein la gueule, mais aussi on peut être nourri par le regard d'autrui. Les philosophes disaient que un des premiers pas vers la liberté, c'est de s'affranchir du regard de l'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a d'écrasants standards sociaux. En social, on doit être beau, on doit être nickel, et ça met pas mal de gens sur la touche. Bonjour, je m'appelle Alexandre Jolien, je suis philosophe, écrivain. J'ai eu un handicap dû à ma naissance à cause d'un cordon ombilical autour du cou. Aujourd'hui, je suis père de famille et j'ai 3 enfants. Là, on est au lac Léman, vous appelez le lac de Genève, et j'aime beaucoup le lac. Ça me rappelle une métaphore du Bouddha qui disait qu'en surface, il peut y avoir beaucoup de vagues, mais dans la profondeur, il y a le calme. Et quand je regarde ce lac, je pense à ça. Au fond de nous, il y a la paix, la joie, même si en surface, il y a beaucoup de vagues, de conflits, de tiraillements. Oh, monsieur Jolien! Ça va? Ça fait des lustres que je voulais une fois vous rencontrer. C'est dingue quand on ne connaît pas les gens ont des étiquettes. Et grâce à la rencontre, c'est pour ça qu'il faut prôner une société qui inclut tout le monde. Eh bien, le regard change et c'est les yeux du cœur qui nous rapprochent. Et moi, je rêve d'une société plus libre et plus généreuse. Nietzsche disait qu'il faut nuire à la bêtise, et la bêtise, c'est pas quelque chose à condamner, mais c'est les vrais sujets, tout ce qui nous empêche d'être heureux. Et toi, c'est ce que tu as subi. Oui, la stigmatisation, qu'on pointe du doigt, qu'on se moque tous les jours, et ça peut bousiller la confiance. Une société qui exclut qui que ce soit, c'est à quelque part une société qui est malade. Tu veux y aller? Qu'est-ce que tu vas faire là? Alors là, c'est le défi depuis quelque temps. On nage partout, les températures, et c'est un moyen de retourner au corps. Le corps est plus résistant qu'on pense. C'est parti!
grâce à mes enfants, j'ai compris tout ce que j'avais pas eu dans mon enfance, c'est-à-dire la légèreté et l'insouciance. Ils m'ont appris une certaine innocence, c'est-à-dire pas d'angoisse. Et ça, je rêve que chaque enfant ait droit à une enfance qui ne soit pas bousillée par la stigmatisation et la peur. Youpi! Une grande question de la philosophie, c'est qui es-tu? C'est la question de Socrate, et on a tendance à dire je fais ça comme travail, j'ai ça, celui-ci comme ami, alors qu'on est beaucoup plus que notre étiquette. Et notre société actuelle, elle nous apprend à nous réduire aux étiquettes. Et pour accéder à la joie, il faut laisser tomber cette étiquette et aller vers les gens comme ils sont. Et ça, on peut l'apprendre où? Est-ce que ça s'apprend dès l'école maternelle? Moi, je trouve que les médias et l'école ont une grande responsabilité, pas pour asséner des théories, mais pour montrer, voilà, on est tous sur le même bateau, on va tous vers la mort, et la grande question, c'est comment on fait le voyage pour qu'il se passe dans la joie et dans la fraternité. Je ne crois pas au bonheur, je crois plutôt à la joie, parce que la joie, c'est compatible avec le haut et les bas. Tandis que le bonheur, ça peut être un truc marketing, soyez heureux. C'est une injonction qui, de nouveau, met beaucoup de monde sur le bas-côté. J'ai beaucoup de joie à exister. Ma joie, c'est de pouvoir progresser chaque jour, d'être en lien, de recevoir beaucoup d'affection. Et ça, c'est un cadeau. Et justement, un cadeau qui rend peut-être responsable de se demander qu'est-ce qu'on peut apporter aux autres. Je m'excuse de la dernière vidéo. Je l'ai mal placé dans la diapositive parce qu'il est plus grand que ça. Il est beaucoup moins gros que ça. Mais je ne le savais pas. Alors ça, c'est mon erreur. Je m'en excuse, mais je te le renverrai beaucoup mieux placé. Et j'ai vu quelques petites coquilles encore que je vais corriger. Je fais des erreurs et ça me permet de les corriger. Alors voilà ce que je voulais vous partager pour terminer sur apprendre à vivre avec la vie. On pourrait en parler parce qu'il y a tellement beaucoup de phénomènes à apprendre à vivre avec la vie. Mais j'ai choisi ces phénomènes-là parce que je les trouve essentiels, des phénomènes fondamentaux de notre existence et qui fait en sorte que ça nous montre qu'on est utile dans la vie. Et c'est ce dont chaque personne cherche d'ailleurs, son utilité, même si parfois c'est malveillant. Et qu'on est tous en interdépendance et qu'on vit tous l'impermanence. Mais l'essentiel, c'est d'offrir le meilleur de soi, comme dirait Guy Corneau, c'est-à-dire de donner un sens à sa vie. Voilà. En espérant que les vidéos vous ont plu, moi, ils m'ont beaucoup plu. Alors, Joanne, je te laisse la parole. Oui, je suis émue aussi de ton émotion, ta propre émotion, mais aussi de ce que tu as partagé aujourd'hui. C'est vraiment très touchant. Merci, Richard. Je voudrais vraiment. J'ai oublié de préciser qu'Alexandre Jolien, vous avez vu son handicap, lorsqu'il a été en institution pendant des années, tout petit, presque à la vingtaine, il ne savait pas marcher, ni parler. On disait, il va finir sa vie comme ça. Mais il y a eu des gens qui ont reconnu le fonctionnement de son cerveau.
Et là, petit à petit, avec du gros travail, il s'est mis à parler. Et vous avez vu comment il parle. Il s'est mis à marcher. Il s'est marié. Grande admiration à sa femme. Il a 3 enfants. C'est de toute beauté. De toute beauté. Il est venu à Montréal avant la pandémie avec Mathieu Ricard. À la Maison Symphonique, une grande journée. J'étais occupé, j'avais promis de donner de la formation, sinon je serais allé. Et il devait revenir, mais il y a eu la pandémie, ils vont peut-être revenir. Alors, j'ai oublié de dire que pour donner une existence à sa vie, ça nous prend des maîtres. Parfois, on a des maîtres à proximité, près de nous. Parfois, on a eu des enseignants, des gens qui ont été des maîtres pour nous. Mais parfois, on a des maîtres à distance, que j'appelle. Lui en fait partie. Quand j'ai peur de parler, je pense à lui, puis je me dis, Robillard, hein? Hein? Ça va aller, là? T'as victimite? Alors, Mathieu Ricard est un autre maître pour moi. Alors, voilà. C'est un petit peu Alexandre Jolien. Comment il nous montre le courage de vivre. J'avais oublié de dire ça. Très, très, très inspirant, comme toujours. Si tu permets, Richard, oui. Pardon, je vais autoriser les micros. J'ai trouvé le bouton, messieurs, dames, parce que l'avant-dernière, j'avais eu de la misère. Alors, j'ai trouvé le bouton pour autoriser les micros de tout le monde. Et de la façon qu'on procéderait, c'est comme les autres fois, si vous étiez là, c'est-à-dire lever la petite main en haut. Et quand je vous nommerai par monsieur, madame ou bref, bien, vous ouvrirez vous-même votre propre micro. Et j'ai déjà un commentaire dans le clavardage, Richard. Très beau commentaire. J'espère qu'on aura d'autres conférences avec M. Robillard à l'automne. Ce fut très enrichissant et me servira dans la vie de tous les jours. Merci grandement. Et j'attends vos commentaires. Nous attendons vos commentaires, vos questions, vos réflexions. Il nous reste encore une bonne vingtaine de minutes là, pour échanger. C'est super intéressant quand on fait ça. Donc, ne soyez pas gênés. Inspirez-vous de la dernière vidéo de cet être Alexandre Jolien. Hein? C'est ça, Richard? Hein? Donc, ne soyez pas gênés. Là. On fait ça entre nous, en toute intimité. Avez-vous des commentaires, des questions, des réflexions qui vous viennent? Ouvrez, vous avez juste fait « Ah, je n'ai pas autorisé les micros. » Attendez un petit peu. Je m'excuse, mais vous pouvez lever la main aussi. Attendez, pourtant, je l'ai fait. Option de la réunion. Autoriser les micros. Allez. Ah, c'est parce que je ne l'avais pas enregistré, désolé. Je l'enregistre. Et maintenant, vos micros. Là, il y a une petite barre dessus, mais si vous levez la main, bien là, vous enlèverez la petite barre sur votre micro pour intervenir avec nous, échanger avec nous. Alors, on attend. J'ai une dame qui semble parler, mais votre micro est fermé. Là. Si vous voulez juste ouvrir votre micro puis échanger avec nous, allez-y. Vous êtes les bienvenus. Ah, Richard, il va falloir que tu parles, les titilles, on va dire ça comme ça à bon québécois. Ce jeune homme-là, Alexandre, tiens, j'ai une question, moi, Richard. Alexandre Jolien, hein, c'est ça? Oui, Jolien. OK. C'est un jeune homme, j'imagine, qui est dans la trentaine? Oh non, Alexandre, là, parce que les images étaient mal faites. Là. Okay. Mais Alexandre Jolien, il doit avoir dans la quarantaine, pas loin de la cinquantaine, je crois. Là, il y a des grands-enfants. Si vous allez sur YouTube, Alexandre Jolien, vous allez pouvoir écouter d'autres vidéos. C'est un grand philosophe. Il a écrit beaucoup de livres qui sont à lire, évidemment. C'est un ami aussi de Frédéric Lenoir. Ce soir, je vous ai présenté plusieurs auteurs, chercheurs. Pourquoi que je fais ça? C'est parce que, personnellement, j'aime que quand quelqu'un m'offre des réflexions, qu'ils soient appuyés sur des auteurs, sur la recherche. Par exemple, Mme Liobou-Mimski, je vais apporter des petites corrections, je vais te le renvoyer cette semaine. Eh bien, c'est une grande chercheuse
sur le bonheur, sur comment être heureux. Et tout ce qu'elle écrit, c'est basé sur des recherches. Frédéric Lenoir, mais c'est un très grand philosophe. Je pense qu'il est connu à travers les continents. Alors, tout ça fait en sorte que c'est appuyé. C'est appuyé, c'est pas quelque chose qu'on lance comme ça. Alors, évidemment, je vais tirer des éléments qui concernent un peu les contenus qu'on a vus. Alors, même chose sur la gratitude avec Rebecca Shankland, qui est une grande auteure aussi, une grande chercheuse. Et alors c'est ça. Même chose sur la beauté, par exemple, l'émerveillement. Je ne sais pas si vous avez reconnu sûrement la chanson de Jean Ferrat, C'est beau la vie. Pour certaines personnes, ils l'ont peut-être écoutée plusieurs fois. Moi, c'est une chanson qui m'a soutenu. C'est une chanson qui m'a soutenu dans la vingtaine. Dans la vingtaine, je négociais entre la vie et la mort. À un moment donné, je me disais, bon, ben, tu sais, si la vie c'est ça, peut-être que ce serait intéressant d'aller voir ailleurs. Mais en fin de compte, en écoutant cette chanson-là, c'est comme si à chaque fois, il y avait un peu de dopamine qui m'emmenait à continuer. Ça arrive dans la vie qu'on négocie. Et pour moi, c'est une chanson qui va toujours demeurer très, très belle, avec des paroles choisies. Et puis, vous savez que Jean Ferrat a écrit cette chanson-là lors de l'accident d'une de ses bonnes amies, dont j'oublie le nom maintenant, qui était entre la vie et la mort. Et lorsqu'il a vu son ami entre la vie et la mort, alors il lui a écrit cette chanson. Et je ferai des recherches pour savoir qui exactement, mais je la vois dans ma tête, mais le nom ne vient pas. OK. J'ai des commentaires dans le clavardage ou des questions. Mon Dieu, pardon. J'ai Mme Marie-Claude. Vous pouvez ouvrir votre micro, Mme Marie-Claude? Oui. En fait, moi, je suis un peu curieuse à vous entendre quand vous parlez du sens de la vie, donner un sens. Comment vous réussissez au quotidien, à travers votre expérience de vie, à donner du sens quand il y a des choses qui nous heurtent par des drames, bon, que ce soit actuellement ce qui se passe en Ukraine ou des drames dans des communautés, comment vous réussissez, vous, à y donner une twist pour y redonner du sens puis continuer à créer du bon autour de vous? Oui, je trouve que c'est une très belle question. Je vais commencer, avant de parler de moi, de parler de Viktor Frankl. Viktor Frankl, c'était un prisonnier de guerre, 39 et 45. Il était en camp de concentration et dans son livre, là je parle de son livre qu'il faut lire un jour dans sa vie, donner du sens. Il dit dans son livre, nous étions le matin alignés et un soldat passait puis il en tuait un. Pouf! Et les autres ne devaient pas bouger parce qu'ils se faisaient tirer. Et c'était peut-être ton ami à côté. Et chaque matin, c'était comme ça. Puis lui, il s'est dit, parce qu'il avait travaillé sur lui un peu, parce qu'il donnait du sens, il faut travailler sur soi. L'enfant ne donne pas de sens, ni l'adolescent, parce qu'il n'est pas rendu là. Parce que ça demande un cerveau que j'ai su par après, mature, avec son lobe frontal, puis donner du sens, ça commence pas avant 30 ans, à peu près. Alors lui, il s'est dit, c'est peut-être ma dernière journée. Il dit, je vais essayer de donner du sens. Puis, camp de concentration pour donner du sens, là, c'est que tu passes ton manteau à quelqu'un qui a plus froid que toi, et toi, tu gèles déjà. Ou tu donnes un bout de ta nourriture, puis il t'en manque déjà. Ou tu prêtes tes souliers à celui qui a les pieds noirs, tandis que toi, les pieds sont juste bleus. C'est écrit dans le livre. Et là, il a contaminé un peu du monde. Et ce qui fait que, est-ce que c'est par hasard? On ne pourrait jamais le dire. Mais lorsque les Américains les ont libérés, tous ceux qui restaient en vie, c'est ceux qui, chaque jour, donnaient un petit sens à leur vie. Et évidemment, donner du sens, la cible, c'est les autres. Parce que si tu donnes du sens à ton nombril, ça va finir par puer. Alors, c'est les autres. Alors, moi, j'ai lu ça il y a plusieurs années, parce que j'ai négocié entre la vie et la mort jusqu'à 50 ans.
Puis c'était de la nourriture. Là, je me suis dit, si lui est capable de faire ça, toi, Rabia, tu as un toit, tu manges bien, tu es en bonne santé, il faudra bien que tu sortes de ton égocentrisme, de ton nombrilisme. Oui, il y a des choses dans la vie. Oui, j'ai vécu des choses, j'ai vécu des traumas, comme beaucoup de gens. Et là, je me suis mis à aller là-dessus. C'était quoi le sens? Alors, il y avait Viktor Frankl, Patakos, qui a écrit un beau livre, donné un sens à son travail. Alors, dans le travail. Ensuite, il y a d'autres livres dont j'oublie les titres. Et en écoutant les Mathieu Ricard, les Christophe André, tout ça. Alors, je me suis dit, la vie m'a donné des atouts. Être capable de parler, même si j'ai bégayé de 4 ans jusqu'à 50 ans. Capable de motiver les jeunes. On me disait que j'étais un motivateur. Je m'enrageais. Je ne voulais rien savoir de ça. Jusqu'à temps que j'ai admis, mais c'est vrai que je motive les jeunes. Il y a des jeunes autour de moi, puis je les emmène à se développer, puis je les emmène à avoir confiance en eux plus que j'avais confiance en moi, mais c'est pas grave. Ça vient de nous retourner, ça. Bon. Alors, ce qui fait que, et par la méditation, bien sûr, puis 10 ans de thérapie là-dedans, ce fait que j'ai fini par sortir de mon nombrilisme. J'étais très centré sur moi. Quand on est en souffrance, on est centré sur nous, sortir de mon égocentrisme et commencer à avoir plus d'altruisme et savoir que je peux apporter du bien aux autres. Et c'est de là, chaque matin dans ma méditation, je me dis, puis-je aujourd'hui faire du bien à quelqu'un? Puis-je éviter de nuire? Surtout, puis-je éviter de faire du mal? Bon. Alors, c'est tout ça, parce qu'un cerveau, ça se travaille. Puis oui, quand je regarde à la télévision les horreurs de l'Ukraine, j'ai mal au ventre maintenant. Je le dis à ma femme. Mais je lui ai dit dernièrement, si eux autres sont comme ça, et mon grand souhait, c'est qu'ils arrêtent de souffrir, moi qui vois assez bien, passablement bien, grandement bien, tu vas faire en sorte de donner autour de toi que ça peut continuer comme quand on jette une roche dans l'eau, les concentriques, ça s'éloigne de plus en plus. Et si je ne fais pas ça, mais je vais être un maudit égoïste. Voilà ce que je peux dire ce soir. Merci. Je ne sais pas si ça répond, mais voilà. Oui, merci beaucoup de ce partage. Et vous le donnez avec les gens autour de vous, à vos petits-enfants, entre nous, vous aidez les gens et qu'on puisse arriver à la fin de notre vie, juste avant notre dernier souffle, dire j'ai donné tout ce que j'ai pu avec ce que j'avais. Il y a Madame, merci Richard, il y a Madame Carole qui demande si on va pouvoir avoir le nom des personnes qui ont fait des recherches sur le bonheur. Je pense qu'il y en a plusieurs, mais peut-être que ce que je comprends. Oui, il y a Plaidoyer pour le bonheur de Mathieu Ricard qu'il faut absolument lire. Christophe André, n'oublie pas d'être heureux, de Christophe André, en psychologie positive, parce que ce qui m'a beaucoup aidé dans la vie, il y a 20 ans, vous savez, dans la vie, c'est plein de synchronicité. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est Jung, dans le temps de Freud, là, qui avait parlé de la synchronicité. D'ailleurs, il y a un beau livre actuellement de Frédéric Lenoir qui nous parle de Jung, comment il était important dans le développement de l'être humain en général, comme Serge Bouchard, notre Québécois. Et puis, j'ai beaucoup lu sur la synchronicité, puis dans le fond, c'est plein de synchronicité dans notre vie. Puis un jour ou l'autre, je suis tombé, comme on dit, dans la psychologie positive. Alors, c'est quoi la psychologie positive? Ça existe depuis l'an 2000. C'est la psychologie qui nous fait comprendre comment être heureux. Comment vivre du bonheur réaliste, lucide, comment vivre de la joie, dont parlait Alexandre Jolien tantôt. Parce que
jusqu'à l'an 2000, la psychologie était centrée sur la psychologie pathologique. On étudiait les pathologies, les dépressions, le négativisme, le pessimisme, et puis les maladies mentales, puis c'est correct parce que ça existe. Ça n'enlève pas ça. Mais on ne s'intéressait pas à comment être heureux. Et là, il y a eu des chercheurs, comme le père de la psychologie positive, Martin Seligman, qui, lors d'une conférence, il était le président des psychologues américains, puis lors d'une conférence, il y avait des milliers de personnes, il a dit ceci, c'est fini. Là, on a pensé qu'il prenait sa retraite, mais pantoute. Pantoute, c'est pas du tout. Oui, ça vient de Saint-Jean-de-Mata, pantoute. Alors, il a dit, c'est fini pour moi. Je ne veux plus œuvrer dans la psychologie pathologique. On a œuvré depuis 1930, on a trouvé beaucoup de bonnes choses pour aider les gens, mais il y a une autre psychologie que je vais mettre de l'avant, c'est la psychologie positive. L'art d'apprendre à être heureux avec soi, avec les autres et avec la vie. Puis moi, je suis tombé là-dedans, puis j'ai commencé à lire, évidemment, j'épluche, puis j'écoute des vidéos, puis là, ben, ça nous aide dans notre cerveau, ça. Et depuis 20 ans, mais, je donne des cours là-dessus, sur la psychologie positive, l'éducation positive, comprendre le cerveau positif. Alors voilà, il y a beaucoup d'auteurs. Puis Christophe André en Europe avec Mathieu Ricard, surtout Christophe André. Il y a Talman aussi, il y a Cottereau, il y a Alexandre Jolien. Ce sont tous des adeptes de la psychologie positive qui ne met pas de côté les traumas, pas du tout. La résilience fait partie de la psychologie positive. La beauté fait partie de la psychologie positive. On aurait pu parler du pardon aussi. Donner du sens fait partie de la psychologie positive. C'est comme si c'était un immense champ où on a regroupé tout ce qui faisait en sorte que notre cerveau pouvait s'épanouir. Et en vivant avec la réalité de la vie, les adversités, les traumas, les maladies, mais peut-être pour mieux y faire face. Et surtout, éviter de tomber dans la victimite. Alors voilà. Je ne sais pas si ça répond. Sûrement. Puis de toute façon aussi, Richard, comme je l'ai dit à 2 reprises dans le clavardage, il va y avoir toutes ces références-là, en tout cas un paquet de références, ainsi que les 4 enregistrements vidéo des 4 conférences sur le site en rattrapage de la FADOC Région Estrie. Je l'ai écrit dans le clavardage, le lien est là si vous voulez même aller cliquer dessus tout de suite pour qu'une page s'ouvre et que vous soyez au courant où est-ce que ça se passe. Puis il y a plein de références que Richard m'a envoyées qu'on met dans cette portion-là. Puis Madame Marie-Claude dit « Il était temps de s'y pencher, la psychologie positive », un commentaire qu'elle a laissé. Et Madame Carole, merci beaucoup, très bien. Il y a quelque chose qui m'a marqué, moi, Richard, parce que je n'ai pas d'autres mains de lever. Là, je vais vous laisser la parole. Hein, si vous avez quelque chose, les gens qui sont ici avec nous. Dans la vidéo, ça m'a beaucoup marqué, moi, Alexandre Jolien. Cette vidéo-là, ça m'a... Ah, attends un petit peu. J'ai une invitée qui veut commenter. Madame Monique, allez-y avant moi. Je vous laisse la place. Oui, je m'excuse. J'ai joint la réunion en retard, alors je n'ai pas le début du clavardage. Est-ce que vous pourriez réinscrire le lien? Votre micro est fermé, Joanne. Votre micro est fermé, Joanne. J'essayais de faire 2 choses à la fois. Alors, voici, je le remets dans le clavardage, c'est le lien. Là, on a un petit, c'est ce que je disais en début de conférence, on a un petit souci de, je ne sais pas si c'est le réseau de la FADOC ou si c'est juste Estrie, mais on n'arrive pas à joindre toutes les vidéos, tous les liens, mais ça va se régler sous peu. Mais vraiment, le lien, c'est celui-là. Vous avez raté une conférence en rattrapage, puis il y en a plusieurs, dont ceux des enregistrements de M. Robillard, de Richard, et tous ces dossiers, tous ces documents qu'il nous a généreusement partagés, là, vraiment, Richard,
Tellement merci pour ça. C'est de l'art ce que tu nous as envoyé. Et j'ai Madame... alors, Madame Monique, est-ce que ça va? Ça vient répondre? Oui, merci beaucoup. Oui. Ça me fait plaisir. Ensuite, est-ce que j'ai quelqu'un d'autre? Je vais baisser votre main. OK, Madame Monique? Ah, je ne suis pas grave. Bon, bref. Alors, je reviens d'abord. Ah, parfait, Madame Monique, elle a baissé sa... Oh, Madame Monique relève la main. Avez-vous une autre question, Madame Monique? Non. Je reviens sur la vidéo d'Alexandre Jolien. Moi, il y a quelque chose qui... il y a plein de choses qui sont venues chercher là-dedans. Il parlait qu'on était, je sais, on en parle beaucoup, mais dans une société, beaucoup d'apparence, de ce que les gens, tu sais, le jugement des autres et tout ça. Puis je trouve que ça arrête beaucoup de gens de faire ce qu'ils ont envie de faire, de dire ce qu'ils ont envie de dire, dans la mesure que ça se dit, évidemment, puis de ce qu'on fait dans la mesure de ce qui peut être fait aussi. T'en penses quoi de ça? On est vraiment, tu sais, avec les réseaux sociaux et tout ça, puis garde, lui, je me dis, mon Dieu, quelle belle résilience. Moi, je trouvais qu'il y avait une belle résilience, là, cet homme-là. T'en penses quoi de ça? On fait quoi avec ça? Parce qu'on est, moi, je vais parler pour moi personnellement, mais je me sens confrontée continuellement avec l'image. Je suis certaine que je ne suis pas la seule ici, là, ce soir-là. C'est vrai, c'est une réalité qu'on est confronté avec son image. L'autre, il fait ça. Moi, est-ce que je suis normal de faire, de ne pas faire? C'est très, très juste. S'il y a une chose qui aide beaucoup, à mon avis, et qui est issue aussi de la recherche du grand docteur Gordon Neufeld, c'est apprendre à émerger et à être soi-même. Il y a une chose, il y a environ 15-20 ans, en suivant des formations avec le docteur Neufeld sur l'attachement, entre autres, sur la maturité, c'est qu'un être mature, c'est un être, puis il y a la maturité de l'enfant, l'adolescent et l'adulte, mais à mon âge, un être mature, c'est un être qui est distinct de l'autre. Il est ce qu'il est, en étant distinct de tout ce qu'il y a autour, de la publicité, des normes, puis qui reste lui-même et qui prend sa responsabilité d'être humain. Ça m'avait frappé parce que j'ai passé des décennies de ma vie, quand on est un mal parti, on cherche un modèle. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas appris à être distinct des autres. L'autre fait ça, moi je vais le faire pensant que c'était correct, surtout enfant et adolescent. Mais quand tu arrives à cette conscience, non, je vais être moi-même. Je suis ce que je suis, je ne peux pas être autre chose, c'est une réalité, il faut être lucide. Puis avec ce que je suis, qu'est-ce que je peux apporter à la vie, aux autres? Bon, j'en ai parlé. Alors ça, ça nous éloigne ou ça nous fait prendre une distance de tout l'étiquetage qu'il y a dans la vie. De tout l'étiquetage. Soyez heureux, ayez telle voiture. Je dis à ma femme, non, je n'ai pas de besoin. Alors, c'est de voir ses besoins aussi. Et puis, mais on ne pourrait pas empêcher de la normalisation. On ne pourrait pas empêcher les étiquettes. Ceux qui disent plus d'étiquettes, rien, là, je leur souhaite bonne chance, parce que je ne suis pas sûr que je vais voir ça avant la fin de ma vie. Mais le positif qu'il y a là-dedans, c'est que moi, je ne veux pas étiqueter. Je ne veux pas m'étiqueter. Alors ça m'apparaît bien important. Et c'est un côté positif à ce que la société nous offre ou nous demande d'être, en refusant de l'être et en restant soi-même, comme Alexandre Jolien, comme Mathieu Ricard, comme Christophe André, Rebecca Shetland et toute la gang dont j'ai nommé. C'est grâce à cette pression-là que je peux être plus fort. Si c'était facile, mettons que mon cerveau ne travaillerait pas beaucoup, parce que le cerveau travaille lorsqu'il s'oppose à quelque chose qui n'a pas de sens. Alors, c'est une pratique. C'est une pratique. Alors, il faut se faire de l'introspection, se regarder, savoir ce qu'on veut, ce qu'on est, ce qu'on veut offrir, ce qu'on veut transmettre et ce qu'on veut laisser aussi. Alors, c'est un travail quotidien et c'est pour ça que je le dis maintenant,
non pas parce que je le crois, c'est parce que je le vis, et c'est prouvé en recherche, que c'est à partir de 30 ans, quand les fondations de l'être humain, dans sa première dizaine, dans sa deuxième dizaine jusqu'à 25-30 ans, quand la fondation du cerveau est solide, c'est là que l'adulte commence à travailler sur lui. D'ailleurs, je viens juste de penser à la fameuse phrase de Félix Leclerc. Plusieurs ont probablement connu Félix Leclerc, qui pour moi était un maître parce que je l'écoutais plusieurs fois. Je l'écoutais dans ses entrevues, ses chansons. Bon, dans mon temps, il y avait les Beatles puis Félix. Autrement dit, c'était ça. Québécois, Félix, puis tous les autres autour, puis il y avait les Beatles. Puis il y a Elvis avant, évidemment, quand j'étais plus jeune, puis les Beatles. Et puis, lorsque Félix est mort, on a fait à l'île d'Orléans un genre de maison historique de Félix, que je suis allé voir 2 fois. Il y a un film sur Félix. Là, il parle de toute sa vie, puis tout ça. Puis à la fin du film, ça finit de la façon suivante. Lisez. Alors, moi, ça a changé depuis quelques années. Le film finit avec la phrase suivante. Une grande partie de notre vie, on se fait faire et on se fait nous-mêmes des nœuds. Et le reste de notre vie, on essaie de défaire les nœuds pour savoir qui on est. Et je vous le dis, j'étais avec ma femme. Puis à la fin du film, il y a ces chansons. Puis cette fois-là, puis apparemment, ça arrive souvent, que personne ne se lève. C'est comme s'il y avait un genre de mystère que ces paroles-là nous ramènent à nous-mêmes, puis à savoir qui on est, puis qu'est-ce qu'on doit faire. Défaire des nœuds. Ah, c'est beau, hein? Ah, puis la vie, c'est ça. Puis apparemment, quand tu défais à peu près tous tes nœuds, tu t'en vas. Je n'ai pas encore fait. Je ne suis pas encore dans tout là, mais une couple de défaites, ça, je suis content. Alors, je lui demandais une couple à défaire, que ma femme m'a dit, énerve-toi pas. Tu sais, elle-même, Saint-Jean-de-Matos, c'est comme ça. Énerve-toi pas. On aimerait bien la voir, ta femme, hein, Richard, pour qu'elle puisse dire son mot. J'ai Madame des. Mais Richard, c'est parce que je vois le temps filer aussi, là, mais j'ai Madame des. Pardon? J'ai terminé sur ma femme, puis je vous donne la parole. Excuse. Je ne suis quand même pas pressé. Mais sur ma femme, j'écoutais Colombo. Moi, j'aime ça, Colombo, parce que j'aime pas le sang et les affaires de même, mais j'aime la subtilité un peu. Puis il parlait de sa femme. Moi, j'ai vu ça là, puis dans mes conférences, je parle de ma femme, mais la seule différence, que lui, sa femme n'existait pas, la mienne, elle existe. C'est vrai. Ah, il y avait son suçon, hein, je pense, Colombo. Il y avait toujours un suçon dans la bouche, je pense, me semble, de mémoire. Madame Desneiges, vous pouvez ouvrir votre micro et allez-y. J'aimerais savoir s'il va y avoir d'autres conférences à l'automne avec M. Robillard. Bien, on est en train de négocier ça, là. Alors, on va se rencontrer sous peu, puis on va voir, puis si jamais je peux. Puis le projet que j'aurais aussi, c'est d'inviter avec moi des collègues pour partager, parce que je fais de moins en moins de conférences seul. Là, j'ai accepté pour les 4. Mais étant donné qu'un jour, je vais partir, peut-être pas si lointain, alors j'ai des jeunes qui prennent la relève, qui adhèrent à la psychologie positive, à l'éducation positive, à tout ce qu'on a vu. Alors, je pense à Krishna, ma bonne amie, je pense à Brigitte, à Stéphane, un homme adorable. Alors, je les implique de plus en plus dans ma vie. Vendredi passé, j'étais dans une école, j'ai emmené Brigitte, tu t'en viens avec moi, puis on va parler de l'attachement. Il faut en parler de l'attachement. Jusqu'à la fin de sa vie, il faut parler de l'attachement. Elle est venue passer la journée. Alors voilà, on va voir ça avec Joanne pour l'automne prochain. Vraiment. Merci, Richard. J'ai Mme Carole. Est-ce que ça a répondu? J'espère que oui, Mme Desneiges. Ça a répondu à votre question, je pense. Oui, merci beaucoup. Parfait. Madame Carole, à vous la parole. Oui, moi, j'avais une question. La psychologie positive, j'avais suivi un cours où il fallait essayer de trouver les forces qu'on avait là, innées
dans nous et à partir de ça, s'il nous arrivait des choses dans notre quotidien, ben ça nous aidait de partir de ça. Puis il y avait comme un test à faire pour essayer de sortir les premières forces qui sont les plus grandes chez nous pour pouvoir développer plus. Est-ce que c'est un petit peu dans ce sens-là? Ou... Oui, c'est beau ce que vous dites, hein, Mme Carole. Je vous appelle Mme Carole, je vois le nom Carole. Oui, c'est ça. Oui, c'est très beau. Dans la psychologie positive, bon, on va parler là-dedans, évidemment, comment être heureux dans son travail, dans sa vie. On va parler de l'optimisme, hein, qui est une grande force aussi. On va parler des émotions positives. Hein, c'est vaste, c'est vaste. Et aussi, qui a été mis, que Martin Seligman a mis sur pied à partir de ses recherches, parce que l'histoire des forces, c'est que Martin Seligman, il n'approuvait pas toujours le DSM, tu sais, le livre sur les pathologies. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais le problème, c'est que le premier DSM qu'on a mis en place il y a 25-30 ans à peu près, là, on dénotait 42 pathologies chez l'être humain. Et le dernier, on dénote 410 pathologies. Alors, plus qu'on évolue, plus on devient malade. Fait que Martin Seligman dit, moi, ça ne marche pas. Ça n'a pas de sens. Non. Fait que lui, il a fait un on-DSM, puis il dit, moi, vous prouvez que l'être humain possède des forces. Il est parti avec ses équipes de recherche, puis en psychologie, en sociologie, en philosophie, bon, en anthropologie. Puis il a découvert, avec tous des critères scientifiques, pour aller lire ça dans son livre, qu'il existe, nommé par la science, il n'a plus que ça, nommé par la science, 24 forces divisées en 6 vertus. Et peut-être l'automne prochain, si ça vous tente, on pourrait jeter un coup d'œil là-dessus. Et il existe des tests justement pour voir qu'est-ce qu'on a développé comme force, même inconsciemment, jusqu'à maintenant dans sa vie, puis quelle serait celle qu'on va continuer à développer. Alors, quand je donne le cours, j'en ai un cours sur la psychologie positive, tous les étudiants passent le test, puis on regarde qu'est-ce qu'ils ont développé, puis qu'est-ce qu'ils vont continuer à travailler, puis ces forces-là, eh bien, c'est inscrit dans nos neurones, cette neurologie, comme potentialité dans notre cerveau, surtout dans le lobe frontal. Et selon ce qu'on reçoit de l'environnement, il y a des forces qui vont se développer, s'exprimer, il y en a d'autres qui ne vont pas s'exprimer. Prenons un exemple pour terminer. On a découvert que l'empathie était une grande force, se mettre à la place de l'autre. Alors, chez les enfants qui naissent dans un milieu où les adultes sont capables d'offrir à l'enfant un attachement sécure, puis Bob en a parlé tantôt là, dans la résilience, l'importance d'un attachement sécure. Alors, si l'enfant vit dans ses premières années, puis jusqu'à la fin de l'adolescence, dans un milieu sécure, ça lui permet à cet enfant-là d'avoir la possibilité d'exprimer son empathie. Et l'empathie, on a trouvé qu'en neurologie, qu'elle résidait dans le cortex orbitofrontal, c'est-à-dire un petit cortex juste au-dessus des yeux. Le potentiel est là. Et que l'enfant qui subit de la maltraitance, de la violence éducative ordinaire, des abus, des traumas, ça bloque le développement de l'orbitofrontal, donc ça bloque souvent l'empathie. Mais c'est récupérable à cause qu'on appelle la neuroplasticité du cerveau, c'est-à-dire la capacité du cerveau de se refaire. Moi, jusqu'à 40 ans, je vais vous dire que de l'empathie, je n'en avais pas tant que ça. Je peux être vrai et humble, je n'en avais pas tant que ça. Parce que quand tu as de la maltraitance, ben, tu as des parties de ton cerveau qui n'ont pas été développées, puis tu vis de la rancune, puis de la rage, puis tout ça. Alors, ça ne va pas en même temps, ça. Là, mais heureusement, j'ai eu l'opportunité dans la vie, c'est pour ça que je remercie la vie d'avoir sur mon chemin de la synchronicité des personnes, des événements, des lectures, qui ont fait que là, ben, ça a commencé à s'exprimer, puis j'espère que ça va s'exprimer et se développer davantage jusqu'à la fin de ma vie. Est-ce que ça va?
Ça répond très bien. Merci beaucoup. Merci à vous, puis merci à Madame Joanne aussi, là. Vous faites un travail vraiment formidable. Et ça m'a aidé beaucoup, moi, dans mon quotidien, là. J'ai aimé beaucoup, puis je vais m'en servir, puis je vais transmettre. Merci. Merci, Joanne. Écoute, c'est vraiment, je voulais remercier, d'abord toi, Richard, puis ça me fait, je suis triste que ce soit la dernière conférence. Je ne sais pas s'il y en a, j'imagine que oui, parmi vous. Oui, c'est ça. Oui. Il y en a parmi vous qui ont suivi les 4 conférences aussi. Fait que là, ça va créer un petit vide les lundis soirs à toutes les 2 semaines. Je l'avoue. Et je voulais remercier aussi tous vous autres qui avez participé et qui avez enrichi à tout point de vue aussi ces belles conférences-là. Vraiment, ça a été exceptionnel. Puis je souhaite vraiment qu'on ait une collaboration à l'automne. De toute façon, suivez-nous sur l'infolette. L'infolette, là, vous n'êtes pas obligé d'être membre FADOC en passant, hein, que ce soit pour peu importe la région d'où vous venez au Québec. Vous n'êtes pas obligé d'être membre. Vous allez sur le site de la FADOC, vous vous inscrivez pour avoir l'infolette, puis vous allez la recevoir. Puis c'est comme ça que vous allez avoir des informations de peut-être, j'espère, à l'automne de M. Robillard, de toutes les activités, que ce soit en présentiel ou en virtuel. C'est vraiment le meilleur moyen d'accéder à toutes nos activités, soit à Sherbrooke, en Estrie, mais même ailleurs au Québec, là, parce qu'il y a quand même 16 régions. On est quand même 550 000 membres FADOC au Québec. Là. On est le plus grand réseau d'aînés au Canada. Là. Ça fait que, puis on fait des belles et bonnes choses justement pour tout ça, tout ce qu'on a discuté dans les 4 conférences, entre autres. Là. Donc, je voulais vous remercier tout le monde d'avoir été là vraiment. Vous avez été charmants et charmantes. Et ce sera, je l'espère, un rendez-vous pour l'automne avec M. Robillard et peut-être tes partenaires, tes collaborateurs aussi avec toi. Donc, j'ai des beaux commentaires en terminant, je te l'ai dit, parce que ça fait toujours du bien. Belle sensibilité, prenez soin de vous, Richard. On m'a dit, Madame Marie-Claude me disait que Colombo, c'était pas un suçon, c'était un cigare. Merci. Oui. je me souvenais qu'il y avait quelque chose, mais je ne me souvenais pas c'était quoi. Merci, Madame Marie-Claude. Merci pour ces beaux enseignements. Espérant vous revoir en automne. Merci, très intéressant, vraiment. De belles recettes de vie. Merci infiniment. Des fois, j'ai le temps de faire des petits cœurs. Des fois, je n'ai pas le temps, mais je vous en fais. Alors, il y a une main de levée, je pense. Est-ce que ça serait rapide? C'est Mme Desneiges, hein, je pense. Oui, moi, j'ai une petite surprise pour M. Robillard. Il y a quelqu'un qui veut vous saluer. D'accord. Salut, cher ami. Je te vois pas. C'est Alexandre. Ah! Qu'est-ce que tu fais là? Je savais. C'est un hasard, j'étais avec ma mère, fait que je t'ai entendu, puis je ne pouvais pas passer à côté de dire merci à toi depuis 25 ans. Touche beaucoup. Ah, c'est un beau cadeau de la fin, ça, Richard, hein? Oui, j'en aime beaucoup. C'est bien par hasard parce qu'il m'a téléphoné pendant la conférence, puis je ne pouvais pas lui parler assez fort. Et là, j'ai demandé à Joanne comment faire pour bon, etc. Et quand il est arrivé, j'ai dit, je pense que tu devrais le saluer. Ça me touche beaucoup. Merci, Alexandre. À toi aussi. Donc, sur ce, on doit mettre fin à cette superbe et dernière conférence. Puis voilà, je vous souhaite vraiment un beau printemps. Ça s'en vient. Ne désespérez pas. Ah, Richard, tu me touches. Il pleure, Alexandre. Ah, c'est touchant. Mon Dieu, M. Robillard, je peux vous dire qu'Alexandre aussi a les yeux pleins d'eau. Merci pour... merci. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci, Richard, encore. Puis bonne fin de soirée. Merci.